des charges. La ville se trouve face à des défis considérables. Des affaires de petites échelles, mais plus seulement. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de cette troisième saison de la table ronde Urbanisme en francophonie sur l'espace public cœur battant de la cité, organisé donc à l'initiative de l'Association internationale des maires francophones, en partenariat avec le réseau Apéro, donc Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme, et le laboratoire de géoarchitecture de Brest, situé à l'Université de Bretagne occidentale. Je suis donc Charlotte Benven, ingénieure d'études pour l'AIMF, réseau de 300 villes et associations de villes de l'espace francophone. Avant toute chose, donc, je vous remercie pour votre présence ici à ce deuxième webinaire consacré au thème de l'économie circulaire, animatrice de l'espace public. Je remercie aussi donc l'ensemble des membres du comité de travail, à savoir donc Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'AIMF, Alain Bourdin, sociologue, Lionel Prigent, urbaniste et économiste, professeur à l'UBO et directeur du laboratoire de géoarchitecture de Brest, Sylvain Allemand, journaliste, et enfin William Goudien, technicien de ce webinaire. Chaque webinaire dure 1h15, donc comprenant une courte introduction, un débat entre les intervenants que je remercie également pour leur présence, suivi d'un temps de questions-réponses durant lesquels nous ferons remonter vos questionnements. Donc tout au long de cet échange, vous pouvez donc écrire vos questionnements dans l'onglet Q&R qui s'affiche en bas de votre écran et nous les ferons remonter donc aux intervenants qui répondront en fin de webinaire. Et enfin, donc, le webinaire se clôturera par une synthèse qui sera effectuée par Lionel Prigent. Cette série de réflexions s'inscrit dans le cadre de l'initiative Urbanisme en francophonie portée par l'AIMF, que vous pouvez désormais découvrir sur la plateforme www.urbanisme-francophonie.org. Elle est constituée donc d'un centre de ressources, c'est-à-dire une base documentaire et historique autour de l'urbanisme francophone, et d'un espace collaboratif d'autre part, qui lui comprend tous les travaux que nous réalisons depuis donc déjà 6 mois, à savoir les entretiens, les tables rondes, mais aussi le concours de carte postale qui a été à destination des étudiants du réseau Apéro, et enfin des extraits de cinéma que nous publions également. Donc, l'initiative Urbanisme en francophonie est destinée à penser les villes de demain par le prisme des valeurs et des choix d'aménagement qui découlent des villes francophones. Elle a destination donc à réunir l'ensemble des acteurs de la ville, à savoir bien sûr les élus, mais également les spécialistes des villes, les agences ou les écoles d'urbanisme, et aussi donc bien entendu les universitaires, mais également les citoyens et les étudiants. Ce programme est destiné aussi à préserver la cohésion sociale et le droit à la ville pour toutes et tous, à penser l'urbanisation donc par les prismes des valeurs francophones. C'est un projet donc collectif ouvert à toutes et tous, comme je l'ai dit. Pour ne rien manquer, donc vous pouvez suivre l'actualité donc dès à présent sur les groupes Urbanisme en francophonie sur les réseaux Facebook et LinkedIn. Je laisse sans plus tarder donc la parole à Sylvain Allemand, journaliste et modérateur de cette table ronde, qui est également donc spécialiste des questions urbaines et de développement durable. Donc très bon webinaire à toutes et tous. Merci beaucoup Charlotte pour ce passage de relais. Et vous l'avez compris en entendant la présentation de Charlotte, il ne s'agit pas d'une énième rencontre sur cette économie circulaire dont on parle depuis plus d'une dizaine d'années, cette économie qui circulaire au sens où elle s'oppose, elle réagit contre les excès de l'économie linéaire productiviste qui produit sans se préoccuper du sort de nos déchets et qui ne s'en préoccupe ni en aval ni en amont. L'économie circulaire essaye justement de réduire aussi la production de déchets à travers l'éco-conception. Non, il s'agit à travers de ce webinaire de voir comment des villes, des grandes villes, petites et moyennes, des territoires, des institutions se sont saisis de cette économie circulaire pour essayer de repenser nos espaces publics et par là même répondre aux défis du changement climatique. Sans plus tarder, je vous présenterai les intervenants au fil des sollicitations dont ils feront l'objet. Sans plus tarder, je vous propose par la magie du virtuel et non pas par avion de gagner Dakar pour y retrouver Sila Radi Nyang. Sila Radi Nyang, vous êtes adjointe au maire
en charge de la coopération décentralisée, deux mots très importants sur lesquels on aura l'occasion de revenir, la coopération décentralisée à la ville de Dakar. Avant de vous laisser commenter des actions concrètes que vous menez à hauteur de la population dans le cadre de jardins ou en repensant le mobilier urbain, je m'empresse de préciser que Dakar a accueilli pour la première fois pour une ville africaine la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et que cette 6e édition a été l'occasion pour l'IMF d'y réunir sa commission permanente transition économique, économie sociale et économie circulaire à laquelle participaient plusieurs villes, dont celle de Dakar, mais également Bordeaux, Bamako et bien d'autres villes. On aura l'occasion peut-être d'en dire un mot, mais sans plus tarder, Sylla Radignan, pourriez-vous nous dire comment s'incarne cette économie circulaire dans une ville comme Dakar? Merci beaucoup, Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui êtes en ligne. Je suis Madame Sylla Radignan, donc, comme l'a dit Sylvain, adjointe au maire de Dakar, chargée de la coopération décentralisée. Donc, je suis heureuse de participer à ce webinaire et de représenter la ville de Dakar. Je vais d'abord commencer par dire que Dakar, c'est une presqu'île. Elle occupe 0,23% du territoire national et connaît aujourd'hui un accroissement démographique sans précédent. La ville de Dakar a une population d'un peu plus d'1,2 million habitants, sur les 3,4 millions que compte la région de Dakar, et c'est réparti sur 19 communes. Et aujourd'hui, 80% des activités économiques du pays se déroulent au niveau de Dakar. Et aujourd'hui, la ville de Dakar est dominée par le béton. Il n'y a presque plus d'espace vert. Le coût de la vie est cher. Et aujourd'hui, la ville se trouve face à des défis considérables. Donc, l'économie circulaire, partant du principe simple que les ressources dont nous avons besoin pour maintenir nos niveaux de vie peuvent se raréfier, la ville de Dakar a mis en place des stratégies qui visent à augmenter l'efficacité des ressources, matières comme énergie, et en même temps de favoriser la création d'emplois locaux. D'où l'importance du premier projet dont je voudrais vous parler dans le domaine de l'agriculture urbaine, le projet de micro-jardinage, qui consiste à faire du maraîchage sur table en milieu urbain, vu le manque d'espace que nous avons à Dakar. Et ce micro-jardinage nécessite une technologie peu coûteuse, parce que les matériaux et les intrants sont issus de la récupération et sont donc à la portée de tous. Au départ, à travers ce projet, la ville de Dakar s'engageait à lutter contre la pauvreté et à générer des revenus par la mise en place et la sensibilisation au micro-jardinage. Et il constituait un système alternatif d'alimentation durable pour une population aujourd'hui confrontée à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Et l'objectif principal, c'était de favoriser la consommation de légumes frais et sains pour les familles défavorisées. Il y a divers matériaux de récupération qui sont utilisés. Nous avons les bacs de culture qui sont confectionnés avec des palettes de bois issues des caisses qui servent à l'importation de pommes de terre et d'oignons. Nous avons le substrat qui est composé de coques d'arachide et de paille de riz récupérées après les récoltes. Les vieux ustensiles, les pneus, les bouteilles, les seaux, tout est réutilisé. Vous allez voir parfois des grandes bouteilles d'eau en plastique qui sont coupées au milieu et qui sont utilisées pour commencer à faire les premières plantations. Alors, Sylla Radi, permettez-moi de solliciter William pour l'envoi de la projection de 2 images avec lesquelles vous êtes venu et qui donnent à voir concrètement en quoi consistent ces jardins et les matériaux que vous mobilisez. Voilà, première image. Voilà. Donc, vous voyez sur cette image, vous voyez les pneus. Vous avez les pneus, vous voyez les plantes dessus. Vous avez les tables qui sont faites avec des palettes, comme je l'ai dit précédemment. Donc, le compost, naturellement, j'en ai parlé, ça vient des ordures ménagères. Donc, vous voyez, c'est ouvert et donc, ce projet a plusieurs impacts, dont l'impact environnemental, écologique, avec un concept de ville verte. Parce qu'un espace où il y avait peut-être auparavant des détritus, des gravats ou des ordures. Aujourd'hui, vous avez un espace vert comme celui-ci. Ça joue un rôle essentiel dans la protection de l'environnement.
Ce qui signifie, Sila Radi, que vous avez sollicité des chercheurs, des experts pour évaluer la qualité des sols et la possibilité d'y produire des légumes ou des fruits. Tout à fait. Nous avons des experts au niveau de la ville de Dakar déjà, donc qui travaillent avec différentes organisations, des ONG, des partenaires à l'étranger, qui regardent et en fonction des espaces disponibles travaillons. Mais il faut savoir aussi que nous travaillons sur des palettes. Donc voilà, c'est au-dessus. Qui protège du sol. Voilà, qui protège justement du sol. Donc alors, à certains endroits, nous n'avons même pas besoin de ça. L'idée, c'est de nettoyer cet espace-là pour justement pouvoir poser ces palettes. Tout à fait. Vous évoquiez l'usage de plastique et l'autre illustration le montre très bien. Voilà l'art comment composer avec ce type de matériaux. Voilà, vous avez vu, donc ces plastiques, au lieu d'être jetés et de continuer à détruire l'environnement, nous les réutilisons pour justement faire les premières plantations. Moi, je pense que l'impact environnemental, c'est un des plus gros impacts, en fait, en réalité. Hein. Parce que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert et ça contribue à faire de Dakar une ville verte. Donc, vraiment, confirmer ce concept de ville verte. On est vraiment dans notre sujet puisque ces jardins participent du renouvellement des espaces publics. Hein, ils sont en accès, voilà, tout à fait. D'autres illustrations montrent comment une autre stratégie de récupération de matériaux pour réinventer le mobilier urbain. Alors une carte d'abord pour situer les quartiers où vous intervenez et puis une autre illustration qui donne à voir concrètement un mobilier composé à partir de matériaux recyclés. D'accord. Juste pour terminer sur le premier point, excusez-moi, Sylvain, j'avais parlé de l'impact environnemental, mais j'aimerais aussi dire que ça a un impact social et un impact économique, parce qu'en fait, ça permet à des familles de sortir de la précarité. Donc, à côté de cet aspect de vraiment aménager les espaces publics, ça permet aux gens de s'épanouir aussi dans ces espaces-là et de contribuer à avoir des revenus. Voilà. Je tenais juste à rajouter ça. Et des vertus d'inclusivité dans la mesure où ces jardins permettent à des femmes de trouver une activité. Tout à fait. Tout à fait, parce que 83% des bénéficiaires aujourd'hui sont des femmes. Il y a 50% de jeunes de moins de 36 ans, mais aussi il y a les couches vulnérables, telles que les handicapés. Il y a un centre pour handicapés, il y a les prisonniers que nous formons, il y a des écoles avec le corps enseignant pour vraiment pousser toutes ces personnes-là à être sensibles à l'aspect de ce micro-jardinage dans les espaces publics, pour les pousser eux aussi à avoir des projets, des initiatives de ce genre. Alors, venons-en à une autre illustration, donc peut-être très rapidement sur la carte, puis ensuite sur ce mobilier urbain réinventé, qui a inspiré d'ailleurs une autre intervenante. Elle en dira peut-être un mot, mais je vous écoute d'abord. D'accord, donc par rapport au mobilier urbain, c'est dans le cadre du projet d'appui à la Convention des maires pour le climat et l'énergie. Donc, nous avons travaillé avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, et qui représente la Convention des maires en Afrique subsaharienne, comme ça, au Sénégal. Et donc, c'est une collaboration avec une ONG qui s'appelle Basourama, qui est un collectif d'architectes qui fait du recyclage en art. Donc, vous avez vu sur cette image, voilà, ce sont des espaces où les jeunes peuvent jouer. Et cette ONG cherche à faire en sorte que la production massive de déchets soit aussi une source de créativité, d'art et de lien social. Et le recyclage artistique des déchets dans la ville de Dakar, ça entre dans le domaine de cette économie circulaire, avec des palettes, des vieux bidons ou des pneus qui deviennent des cabanes, des espaces de jeu ou de squat, des bouteilles en plastique qui se transforment en tsunami urbain, par exemple, ou des tubes de PVC qui deviennent des toboggans. Et l'objectif, à travers ce projet-là, c'est d'offrir à la ville de Dakar d'abord la possibilité de réutiliser les déchets, mais aussi de les transformer en mobilier urbain. Donc, la carte que vous avez montrée, il s'agit sur cette carte de faire du mapping des déchets au niveau de la ville, d'évaluer le volume des déchets de la ville de Dakar, de valoriser ces déchets par des actions de transformation et de faire des démonstrations sur ces espaces-là avec des prototypes. Et on a pensé commencer avec les lampadaires et autres déchets, et également de former les artisans dans toutes ces communes-là aux techniques de recyclage. Voilà, une belle illustration de la manière dont les activités classiques, informelles, peuvent se marier avec le numérique et inversement.
Tout à fait. Alors, peut-être dissipons un éventuel malentendu. L'économie circulaire ne se réduit pas à des actions micro. Elle peut aussi inspirer des actions plus macro, des projets d'aménagement urbain. Et j'aimerais, malheureusement, on ne pourra pas rentrer dans le détail. Le propos est juste d'illustrer le fait que vous intervenez à différentes échelles. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur ce projet Majal, projet portuaire qui est conçu selon, entre autres, des principes d'économie circulaire. Oui, le projet Majal, en fait, c'est un partenariat avec la Fédération des agences urbaines du Maroc. Et nous sommes à l'étude technique. Aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir la mer sur la ville, si vous voulez, d'avoir un espace entre la ville de Dakar et la mer, parce que le port de Dakar va déménager. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est aujourd'hui avoir un espace piétonnier, parce que je vous donne juste une petite explication. Aujourd'hui, nous avons le train, le TER, le train rapide, qui arrive au niveau de la gare de Dakar. Nous avons bientôt le BRT, les bus rapides de transit, qui vont aussi arriver au centre. Et il y aura énormément de monde. On attend plus de 300 000 visiteurs jour. Donc aujourd'hui, cet espace-là, nous avons envie de l'aménager pour en faire une zone piétonne. Et justement, qui dit zone piétonne, dit parvis, il y aura des bancs qui seront faits justement avec des matériaux issus de l'économie circulaire. C'est vraiment un énorme projet d'aménagement global. Si vous connaissez Dakar, qui va de l'hôpital principal, passant par la place de l'Indépendance, l'hôtel de ville jusqu'au port, et qui prend aussi l'avenue Faidherbe, c'est énorme. Et dans ce grand projet, nous avons pensé utiliser justement des acteurs de l'économie circulaire pour justement faire tous ces bancs, tous ces aménagements où les gens peuvent s'asseoir et prendre une pause. Voilà. Une question, mais à laquelle vous pourrez répondre tout à l'heure parce qu'elle concerne d'autres intervenants, c'est la question de savoir dans quelle mesure vous associez ces professionnels de la ville que sont les urbanistes et les architectes. On imagine que vous avez sollicité des designers pour le mobilier, mais qu'en est-il? Comment vous les associez? À ce stade, ce que je vous propose pour ménager le plus de temps possible d'interaction avec les autres intervenants, c'est, alors vous évoquiez un train, je ne sais pas si c'est un train qui permet d'aller jusqu'à Abidjan, mais vérification faite, je sais qu'on peut rallier Abidjan par voie terrestre et non pas seulement aérienne, mais là nous le ferons par la magie du numérique pour y retrouver donc Monsieur Gouganou Copieux. Monsieur Gouganou Copieux, vous êtes directeur, je ne reviens pas sur votre parcours que vous nous rappeliez en aparté tout à l'heure, extrêmement riche parcours qui passe quand même par l'école des ponts et chaussées, donc à Paris, une formation en génie civil. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est comment votre fonction de directeur de cet institut de l'économie circulaire d'Abidjan, qui a été créé juste récemment après la COP des villes d'Abidjan. Et en lien direct avec un précédent institut, le premier institut d'économie circulaire qui a été créé il y a une dizaine d'années de cela en France, à l'initiative notamment de députés. Est-ce que vous pouvez, avant de nous donner des illustrations de ce que vous faites concrètement à l'échelle de votre ville d'Abidjan en matière d'économie circulaire, nous rappeler comment vous en êtes venu à transposer cet institut dans le contexte d'Abidjan, non sans nous préciser comment vous l'avez acclimaté au contexte d'Abidjan. Merci, je vous remercie de cette introduction. Je viens d'écouter l'exemple de Dakar et nous, en Côte d'Ivoire, on a pris les choses dans le sens inverse. Je vais revenir à comment on est arrivé à l'économie circulaire. Depuis pratiquement près d'une dizaine d'années, le ministre-gouverneur a initié un projet qu'il appelle le projet des jeunes entrepreneurs. Donc, du coup, tous les ans, on reçoit près de 900 dossiers de candidature. Et l'observation qu'on a faite longtemps après, c'est que toutes ces initiatives-là, près de 60 ou 70% des initiatives ont un trait particulier avec l'économie circulaire. Disons, notre histoire sur l'économie circulaire a démarré en 2019, quand on a été à une mission que le ministre-gouverneur a diligenté à Paris. On a pu rencontrer l'INEC France à cette mission et qui nous ont parlé de ce que cette nouvelle réflexion, cette nouvelle
orientation sur le développement donc urbain. Puisque nous sommes dans l'urbain, ça nous a particulièrement intéressés. Et notre motivation a été d'autant plus importante que quand on présente aujourd'hui à Abidjan, c'est près de 6 millions, plus de 6 millions d'habitants. Et ces dernières années, on reçoit près de 200 000 habitants par an. Et donc, le problème déjà de l'urbanisation se pose avec beaucoup d'acuité. À la différence d'autres localités, le district autonome d'Abidjan est un territoire qui est composé de plusieurs communes et des sous-préfectures autres. Et donc, il fallait bien adapter le concept de l'économie circulaire donc à notre cas. Il se trouve qu'à Abidjan, et peut-être que c'est la même chose dans beaucoup de villes, l'État est vraiment présent dans de nombreuses activités, du fait que parfois la réalisation de certaines infrastructures dont le coût est élevé pourrait relever un peu de la compétence de l'État. Ainsi donc, ce qui concerne l'alimentation en eau potable, la gestion des déchets, l'électricité et même la voirie, une bonne partie de la voirie est du ressort donc, de l'État. On voit aujourd'hui les conséquences, ça devient véritablement un chantier du fait de la cohabitation des uns et des autres. Donc, il fallait bien inscrire l'économie circulaire donc, dans ce concept. Voilà. Donc, notre première réaction. Si vous me le permettez, j'invite William à projeter l'image avec laquelle vous êtes venu et qui donne à voir notamment l'application de cette économie circulaire, notamment dans le traitement de la gestion des eaux, de l'assainissement de la ville d'Abidjan. Et voilà, je vous laisserai peut-être commenter. Dans la foulée, néanmoins, une question, mais qui aurait pu tout aussi bien concerner comme l'intervenante précédente, Sila Radi, c'est la manière dont vous tenez le juste équilibre entre cet interventionnisme de l'État, de ses ingénieurs, et puis la prise en compte de l'existant qui est aussi de l'ordre de l'économie informelle. Il s'agit non pas de la nier, mais de composer avec, et je vous laisse le soin de le préciser tout en commentant ces différentes images avec lesquelles vous êtes venus. Oui, mais justement, c'est là que j'allais en venir. Donc, il fallait être vraiment stratège et le ministre-gouverneur a été vraiment, comme disent l'autre, avoir les nez creux. Donc, la création de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan, bien que ça soit une structure du district autonome d'Abidjan, il a fait une spécialisation de cette structure en y intégrant les structures de l'administration. Au point où, dans le conseil d'orientation de cet institut, vous avez et l'administration et les structures, les communes, et notamment, bien sûr, les communes, puisque c'est le district autonome d'Abidjan, avec aussi la chambre de commerce d'industrie, et mieux encore, les structures qui font l'enseignement, donc les universités, les écoles, les grandes écoles et les primaires, qui participent aussi dans le conseil d'orientation donc du district de l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan. Au point où les activités qui vont être développées ou qui sont développées, qui nécessitent la participation de ces structures, facilitent un peu leur implication, de sorte à avoir des activités coordonnées et non les activités donc isolées. Alors, quand on prend le secteur des activités, bien sûr, on observe les activités au niveau informel et l'exemple de Dakar est parfaitement illustrant. C'est la même chose que nous faisons à Abidjan, c'est les mêmes peuples. Vous avez parlé tout à l'heure d'un train pour aller à Abidjan, mais il y a l'avion et vraiment on échange sur le plan sous-régional, on échange avec Dakar, avec l'espèce de Dakar. Donc, il y a des activités informelles, il y a des activités que j'allais appeler semi-informelles, et les activités qui relèvent donc des institutions, comme par exemple le ministère de la Construction de l'Urbanisme, qui est en charge de l'urbanisme, qui est en charge de l'ordre des architectes, l'ordre des urbanistes, l'ordre des géomètres. Ça ne relève pas du district autonome d'Abidjan. Mais comme cela interviennent dans la planification du développement, notre approche consiste à les approcher et leur dire, bon, par le passé, parce que je vous l'ai dit, moi-même, je suis ingénieur de travaux publics, par le passé, on nous a appris, par exemple, dans le secteur de l'eau potable, on te dit, quand l'eau tombe sur le sol, il faut l'évacuer. Aujourd'hui, le paradigme a changé.
il faut gérer l'eau de pluie. Et en gérant l'eau de pluie, on lutte contre les inondations. Au point où même nous sommes arrivés à leur proposer un petit document recueil de données qu'on a rassemblé à gauche, à droite, pour leur dire que l'eau de pluie peut servir à construire la ville et non à la détruire. Et là, en faisant ce document, on s'est rendu compte que en économisant l'eau, on peut arriver à des centaines de milliards d'économies en matière de gestion de l'eau. Monsieur La réflexion Copieux, va plus loin. voilà, Monsieur Copieux, si vous m'autorisez, une question sur comment la manière dont vous impliquez donc les usagers, les habitants dans l'élaboration de ce type de démarche et dans quelle mesure vous prenez en compte, et il me semble qu'on est aussi dans l'esprit de l'économie circulaire, leur expertise, leur connaissance comment des milieux, comment des phénomènes d'inondation, etc., etc. Oui, en fait, la participation de la population est très importante, très déterminante. Nous venons d'achever notre première stratégie de l'économie circulaire d'Abidjan, et ce qui a été l'occasion vraiment d'avoir un foisonnement de personnalités, notamment, comme je l'ai dit tantôt, les structures de l'administration, les collectivités, la société civile et les acteurs informels qui ont participé aux premières assises et aux deuxièmes assises de l'économie circulaire. Donc, on essaie d'associer vraiment tout le monde pour avoir des visions communes sur le développement de la vie et sur la valorisation, ce qui nous donne aujourd'hui la possibilité d'avoir tous les scopes différents, l'information sur de nouvelles initiatives qui ont été créées par ça et là. Et donc, nous positionnons comme étant coordonnateur la structure qui va appuyer, donc faire les relations entre les administrations, entre les partenaires au développement, entre les ONG, entre les universités d'enseignement, où on est en phase avec ces universités pour promouvoir donc l'économie circulaire. Je n'oublie pas le secteur de l'enseignement primaire, avec lequel nous sommes en train de développer ce qu'on appelle l'école circulaire. L'école circulaire, comment introduire donc la circularité dans l'établissement avec les enfants. Et là aussi, aujourd'hui, on a pu bénéficier de certaines ONG qui travaillent dans le secteur, qu'on accompagne et qu'on partage un peu notre expérience. Alors, ça fait écho à des démarches également mises en place à Dakar à travers le principe du coaching territorial. Je laisserai tout à l'heure, si elle le souhaite, comment Madame Silla Radine nous en dire un peu plus. À ce stade, poursuivons notre tour de table, non sans rappeler qu'effectivement, hein, on peut, vous l'avez, on peut se rendre à Abidjan en avion. Et je ne sais pas si d'ailleurs c'est ce mode de transport que vous avez emprunté pour aller à Dakar, assister à ce fameux sommet que j'évoquais. Si c'est le cas, vous nous direz à l'issue de ce webinaire comment vous compensez les émissions de carbone engendrées par ce déplacement. En attendant, je vous trêve de plaisanterie, c'est bien la preuve que vous avez déjà amorcé des coopérations, des dialogues avec d'autres villes, dont celle de Dakar et de bien d'autres. Mais oui, bien sûr, avec la région Île-de-France, nous sommes en partenariat. C'est la région Île-de-France qui nous appuie d'ailleurs pour notre stratégie territoriale. Et à l'issue de cette stratégie, on est en train de développer aujourd'hui des axes de coopération beaucoup plus renforcés en matière de la gouvernance en ce qui concerne l'économie circulaire, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Quel exemple on peut mettre en place pour la gouvernance de ce secteur, étant entendu que ce secteur est transversal, plusieurs acteurs interviennent dans la réalisation. Il faut imaginer vraiment le type d'organisme à mettre en place de sorte à satisfaire les besoins et de l'administration, et des collectivités, et des populations, et des industriels qui sont les principaux acteurs de l'économie circulaire. Vous m'offrez une transition, vous évoquez l'Île-de-France. Eh bien, je vous propose d'y aller, et plus exactement à Paris, dans le nord de Paris, regagner les canaux
qui est une structure qui a été créée il y a 6 ans, en vue de favoriser l'économie circulaire et solidaire. Cette structure a été créée avec votre précieux concours, Elisa Yachwitz. Vous en êtes directrice générale des canaux. Je vous laisserai le soin de dire un peu plus sur les ambitions de ce lieu qui rayonne au-delà de Paris, au-delà de l'Île-de-France. Elle rayonne à travers le monde. On aura l'occasion d'y revenir. Mais auparavant, ce que je souhaiterais, c'est que vous livriez un peu au même exercice auquel se sont livrés nos 2 intervenants précédents, à savoir donner à voir la manière dont vous avez traduit concrètement cette économie circulaire dans le domaine de l'aménagement urbain et de la manière de réinventer l'espace public et de le mettre à l'heure des défis du changement climatique. Vous êtes venu pour cela avec quelques images qu'on va laisser défiler avec votre accord, tout en vous écoutant nous préciser donc ce que sont les canaux et puis la manière dont ces canaux s'y prennent pour incarner l'économie circulaire dans l'espace urbain. Merci Sylvain, merci à vous tous pour de nous permettre de participer à ce webinaire tout à fait passionnant. Alors, Guggenheim, quelque chose nous rejoint, c'est que j'ai découvert aussi l'économie circulaire, en tout cas approfondi ce sujet lors de la création de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire qui avait été fondé en France en 2013, si je me souviens bien. Et suite à ça, à ce moment-là, j'étais conseillère de la maire de Paris et notamment sa conseillère économique. Et donc, la maire de Paris a souhaité impulser une dynamique autour de l'économie circulaire et solidaire à Paris, autour d'un lieu. Donc, c'est la Maison des Canaux. Et j'ai du coup quitté la ville de Paris pour fonder cette association, puisqu'elle a un statut associatif, que la ville l'a impulsée, mais c'est une association indépendante et qui est financée par la ville, mais aussi par l'État, aussi par des mécènes, aussi par la région Île-de-France, aussi par l'Europe. Voilà. Alors, pour vous décrire un peu cette Maison des Canaux, l'idée, c'était que effectivement, l'économie circulaire et l'économie solidaire est un enjeu essentiel pour construire une économie de demain qui prendra en compte les défis climatiques, les défis d'environnement qui se posent sur la planète. Alors, ils sont réels aujourd'hui, tout le monde les voit, et donc à l'échelle des villes, nous devons y trouver des solutions, et c'est finalement l'objet de l'association des canaux. Donc, cette association, sa mission, c'est de soutenir tous les projets économiques qui allaient soutenir l'économie circulaire et solidaire, voilà, à Paris, en Île-de-France et dans la France entière, et pourquoi pas dans le monde. Il nous fallait un siège pour cette association, et ce siège, ça a été la maison, et c'est la Maison des Canaux. La Maison des Canaux, elle se situe au bord du canal de l'Ourcq, dans le 19e arrondissement, et l'idée c'était de faire de ce pavillon un lieu qui soit une vitrine pour montrer que l'économie circulaire est une réalité et qu'il était possible de rénover et d'aménager un lieu emblématique à Paris, 100% à partir de réemploi, 100% à partir d'économie circulaire. Donc effectivement, là, on le voit, c'est un pavillon dont la mission est d'être le siège de l'association, mais aussi le siège de tous les événements que nous pouvons accueillir et organiser, puisque nous avons des espaces intérieurs et extérieurs qui permettent d'organiser des conférences sur l'économie circulaire, etc. Surtout, ce qui est important, c'est que ce lieu, c'est un lieu vitrine dans le sens où il est 100% meublé et rénové à partir de matériaux de réemploi. Elisa, c'est le cas de ces sièges que l'on voit sur la photo projetée en ce moment. William, je vais parler d'abord de la construction, puis de l'aménagement. La construction, la rénovation du bâtiment a été conduite par des entreprises françaises, et la demande qui avait été faite à ces entreprises,
c'était de ne travailler qu'à partir de matériaux de réemploi. Donc d'abord, l'ensemble des déchets sur site ont été recyclés et réemployés, soit sur site, soit extérieur, 95% exactement, puisqu'il y avait 5% des déchets qui étaient amiantés. Donc à ce moment-là, on est obligé de les détruire. Mais pour 95%, ça a été utilisé. Sur la photo que vous voyez, par exemple, le sol, c'est un parquet en bois qui a été récupéré dans une église qui a été rénovée. Donc, ce sol, il est issu du réemploi. Le plafond, c'est un plafond qui était traditionnel. Enfin, vous savez, ces plafonds des années 80, faux plafond, en fait. Il a été complètement revisité à partir de papier cuisson, papier pizza, en fait, qu'on met au four, réinventé pour le toit. Les cloisons que vous voyez qui sont des cloisons bleues, c'est du tissu. Et Dieu sait si le tissu, on en a énormément, qui a été récupéré par l'association Emmaüs. Et ce sont des femmes en insertion qui ont tissé ce tissu qui fait des panneaux, en fait, pour séparer les pièces. La terrasse du bâtiment, ce sont des anciennes portes de logements sociaux qui ont été rénovées thermiquement et les portes ont été donc démontées et changées, mais ont été transformées pour en faire la terrasse du bâtiment. Voilà, alors c'est vraiment 100%. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est aussi très beau. C'est important. Ouais. Voilà, c'est très important. L'enjeu, c'était d'avoir un lieu qui allait montrer à tous les Parisiens, mais au-delà aux écoles d'architecture, aux entreprises. Nous avons tous les jours des visites que le secteur du bâtiment pouvait se réinventer, le secteur du mobilier aussi, puisqu'il y a 40 entreprises qui ont fabriqué des meubles et qui les fabriquent en série, donc on n'est pas sur des pièces uniques. Là, tous les meubles que vous voyez sont faits à partir de déchets. Elisa, s'il vous plaît, au-delà du bâtiment, que faites-vous pour du côté du mobilier urbain, mais également pour l'usage de matériaux recyclés dans les espaces urbains extérieurs? Alors, espace urbain extérieur, je vous l'ai expliqué. Alors, en matière on utilise, la terrasse a été faite 100% en réemploi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la mission de l'association, c'est d'accompagner des entreprises et de leur montrer que c'est possible. Et donc, du coup, on a accompagné 40 entreprises qui fabriquent des meubles qui fabriquaient aujourd'hui des meubles pour qu'elles changent leur modèle de production et qu'à partir de maintenant, elles ne fabriquent des lignes de production 100% à partir de matériaux recyclés. Aujourd'hui, c'est une vraie attente. Les gens ont envie d'acheter, notamment les collectivités, des meubles faits à partir de matériaux de réemploi, mais souvent, il n'y a pas d'offres, on va dire en quantité, d'offres de lignes de produits. Et nous, nous les accompagner à le faire. Alors, je me permets, pour ménager du temps de réaction, d'interaction avec les deux autres intervenants, de vous interroger encore une fois sur ce que vous faites dans l'espace public et en vous invitant peut-être à prolonger ce que vous venez de dire en montrant que finalement cette maison des canaux, c'est un démonstrateur qui permet de fédérer des acteurs et de monter en généralité. Et de ce point de vue-là, il faudrait peut-être dire un mot de votre contribution aux enjeux urbanistiques des JO. Votre association est mandatée pour contribuer à faire en sorte que l'aménageur mobilise le plus de matériaux recyclés dans les projets d'aménagement destinés aux JO. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant que nous élargissions la discussion? Alors, deux choses, puisque vous posez deux questions. La première, ce que nous faisons, c'est que cette maison et cette terrasse sont ouvertes à tous. On y organise plus de 100 événements par an. On y fait des festivals et des marchés de solutions. Ce que vous avez présenté, Madame Silla Radignan, ce que vous avez présenté aussi, Gouganou Copieux, il existe des solutions équivalentes en France, justement, de jardins partagés, des solutions d'économie
des solutions en fait qui vont protéger l'environnement, que ce soit l'eau, que ce soit apporter une alimentation durable pour tous. Nous, on va être une vitrine, on va les montrer au grand public, on va les montrer aux autres entrepreneurs. Donc, on va essayer de faire le plus possible de marchés de solutions. Donc, sur notre terrasse, on peut découvrir tous ces acteurs-là. On peut assister à des conférences à l'intérieur du bâtiment et on organise, je vous dis, plus d'une centaine d'événements par an sur ces sujets-là. Alors, le rôle vitrine, on y reviendra pour que vous nous disiez dans quelle mesure ça peut être aussi… faire envie et de se rendre compte que nous ne sommes pas dans des solutions de la marge ou des solutions bout de ficelle. On est sur des solutions d'avenir. On est sur des solutions qui créent le monde de demain. Alors, sur la vitrine, ce que j'aimerais, c'est qu'après avoir entendu… Laissez-moi parler, s'il vous plaît, Elisa. C'est-à-dire, j'aimerais qu'à un moment donné, vous nous disiez, mais dans quelle mesure la Maison des Canaux peut être aussi une vitrine de ce qui se fait dans d'autres pays, au Sénégal, par exemple, en Côte d'Ivoire, mais auparavant, à ce stade, j'aimerais entendre nos deux intervenants. Je voulais juste parler des Jeux Olympiques, un mot. Alors, oui. Donc, du coup, nous sommes une vitrine et que, du coup, dès le démarrage, nous avons souhaité que les Jeux de Paris 2024 soient aussi la vitrine internationale. Voilà. Internationale parce que c'est un événement qui accueille les pays du monde entier. Et on s'est dit que si les solutions d'économie circulaire étaient au cœur de l'organisation des Jeux Olympiques, ça pourrait donner une magnifique vitrine internationale. Et donc, c'est pour ça que nous avons été mandatés. D'abord, on l'a porté dans le cadre de la candidature. Et donc, les canaux, dès la phase de candidature, ont montré aux à ceux qui ont choisi Paris, les 92 votants pour les Jeux, on leur a montré qu'on pourrait faire des Jeux qui intègrent l'économie circulaire. Et ça a été un point déterminant dans le choix de Paris. Donc, que ce soit sur le gaspillage alimentaire, que ce soit S'il vous plaît, Elisa, c'est parfait. Allez, encore un mot, mais sur un exemple de mobilier que vous avez exposé et qui est originaire, lui, de Dakar. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion? Et ensuite, on écoutera nos deux autres intervenants réagir à ce qu'ils ont entendu. Alors, c'est vrai que il y a 4 jeunes architectes parisiens qui sont partis en voyage à Dakar, qui étaient sur la plage et qui ont vu beaucoup de bouteilles en plastique. Et ils ont souhaité trouver une solution pour réemployer ces bouteilles en plastique. Ils sont revenus et sur la base de cette collecte, ils ont inventé un processus pour fabriquer un marbre à l'issue de ces bouteilles de plastique. Et ils nous ont amené les 4 premiers prototypes de ce marbre qui est aujourd'hui d'ailleurs encore sur notre terrasse puisque ça fait le plateau de 4 tables de la terrasse. Cette entreprise, on l'a aidé à se développer. Aujourd'hui, c'est ce marbre de plastique qui va être les fauteuils de l'aréna, de la grande aréna des Jeux Olympiques, qui va être fait dans le nord de Paris, et également du centre aquatique olympique. Donc, cette entreprise créée il y a 6 ans, suite à ce voyage à Dakar, va fabriquer les 15 000 fauteuils du centre aquatique et les 10 000 fauteuils de l'aréna. Alors, ça appelle une réaction déjà de Silla Radi, mais également sur la possibilité, l'intérêt qu'il y aurait à transposer, à dupliquer les canaux à Dakar, comme Monsieur Ouagadougou a dupliqué l'INEC dans le contexte d'Abidjan. Voilà, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Écoutez, Sylvain, moi, je n'ai pas arrêté de prendre des notes pendant que vous avez parlé. Parce que c'est très intéressant et justement, je pensais à cette possibilité de dupliquer. Donc, je prenais des notes justement pour les différents directeurs de services concernés. Surtout lorsque j'ai vu les fauteuils sont aménagés, parce qu'on parle toujours de l'espace public, mais au sein de l'hôtel de ville également, nous avons énormément de visiteurs qui viennent dans nos jardins, à l'intérieur du bâtiment. Pourquoi ne pas avoir des sièges de ce genre-là, par exemple? Et là, ce que vous dites par rapport aux maps de plastique, c'est très intéressant parce que vous avez les Jeux Olympiques 2024, mais 2026, Dakar organise aussi les JOJ.
Donc, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ce que Paris fait. Donc, j'ai pris note. Je pense que ce sera une excellente chose d'essayer de dupliquer un peu ce modèle parisien à Dakar. En l'adaptant, quand vous dites dupliquer, c'est bien évidemment voilà, l'adapter. en adaptant au contexte dakarois, bien évidemment. Voilà. Monsieur Gouganou Copieux. Mieux pour nous, j'ai eu la chance de visiter l'un des startups qui est en train de fabriquer les chaises pour les Jeux olympiques au niveau de Paris, qui utilise justement les déchets plastiques pour faire des tables, des chaises. En tout cas, nous nous sommes inspirés de cette expérience. Et c'est en cela que le partage d'expériences entre structures, entre pays, est vraiment provocateur de nouvelles solutions et de nouvelles manières de voir un peu les choses, avoir un nouveau regard sur ce qu'on a l'habitude de jeter. Et en la matière, la semaine dernière, j'ai eu à rencontrer un des startups qui, à partir des graines de palmis, arrive à fabriquer des plaques pour la couverture du sol et des tuiles pour la couverture des maisons. Les initiatives sont tellement nombreuses qu'il faut nécessairement avoir une occasion de les présenter, de voir créer, comme l'autre a dit tout à l'heure, un marché de solutions. Et c'est en cela que l'un de nos objectifs d'ici octobre prochain, c'est de rassembler vraiment pratiquement pour l'Afrique toutes les initiatives d'ici et d'ailleurs pour pouvoir montrer aux collectivités ce qui est possible de faire avec tout ce qu'on avait l'habitude d'abandonner, les espaces verts qui ne servent plus à rien, les ruines qui sont au niveau des collectivités doivent être aujourd'hui réaménagées. On a pris tout à l'heure l'exemple de l'eau de pluie dont j'ai parlé tantôt. Mais en matière de déchets, aujourd'hui, la tendance, en tout cas pour nous, c'est d'aller vers la bioéconomie, qui est encore une autre forme d'économie à partir des déchets. Et là, quand on fait les analyses et qu'on réfléchit, on se dit, mais on a trop attendu pour valoriser ces genres de choses qui peuvent créer, ne serait-ce que des économies véritablement locales au niveau des communes. Gouganou, oui. Si vous me permettez, alors d'abord, je rappelle à nos webinaires et webineuses qu'elles sont invitées à poser des questions, à les glisser dans le QR de la plateforme. Mais vous avez lâché un anglicisme à 2 reprises. Hein. Vous avez parlé de start-up, on pourra parler de jeunes pousses, mais vous avez bien fait parce que c'est l'occasion de rappeler que vos 3 démarches ont ceci de commun, de brouiller, de dépasser les frontières entre l'économie circulaire, l'économie solidaire, l'entrepreneuriat social, mais qu'il faut prendre en compte donc de nouveaux acteurs, de nouvelles parties prenantes. Mais qu'en est-il alors des acteurs classiques de l'aménagement, de l'urbanisme? Comment associez-vous et les architectes et les urbanistes, voire les paysagistes, dans la conception d'espaces publics, comment aborder au prisme de l'économie circulaire? La question s'adresse à tous les 3. Je vois qu'Elisa souhaite répondre, on l'écoute. Et ensuite, Monsieur Gouganou. Merci beaucoup. Comme j'ai la parole, je continue. En fait, en ce qui concerne l'aménagement, aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous sommes en relation, comme je vous l'ai dit tantôt, avec ces structures. On a une école d'architecture d'ailleurs qui nous a plusieurs fois sollicité et on a des collègues à qui on a donné la formation qui sont des enseignants originels de cet établissement qui aujourd'hui commencent à parler de l'économie circulaire. J'ai eu à organiser un atelier pour l'ordre des architectes sur la prise en compte des conseils d'économie circulaire en matière de construction. C'est en cela justement qu'on doit pouvoir, je l'ai dit tantôt, la réflexion sur quel type d'organisation on met en place pour avoir un peu fait la connexion entre ce qui existe et comment diffuser donc l'information, comment associer donc la population, comment accompagner ces initiatives privées. Parce qu'en la matière, quand vous visitez les universités, il y a dans tous les tiroirs, il y a des résultats de recherche qui sont là et on ne sait pas ce qu'ils doivent en faire. Donc, nous, au niveau de l'Institut, c'est de voir comment valoriser
ces initiatives et créer véritablement des industries. De faire office d'interface entre une pluralité d'acteurs. Elisa, sur cette question de l'implication, voire de la formation des acteurs traditionnels de l'aménagement, de l'urbanisme. Alors, pour nous, pour développer l'économie circulaire à plus grande échelle, il est indispensable d'avoir 3 éléments. Le premier, c'est une volonté politique très forte. Ça veut dire que les politiques, les décideurs, les donneurs d'ordre l'affirment très fortement dans leur discours et qu'elles le mettent même dans les cahiers des charges de leur marché. Si je prends l'exemple des fauteuils en plastique, en bouteilles de plastique, donc que vous avez rencontré, vous avez été visiter l'usine de SAS Minimum et Le Pavé, Gouganou. En fait, on a réussi à faire mettre dans le cahier des charges du centre aquatique qu'il fallait intégrer la dimension économie circulaire et que ce serait un critère qui s'est pris à hauteur de 20% de la note. Ensuite, nous avons réalisé des rencontres entre les grands groupes qui allaient répondre au marché et les solutions portées par les startups de l'économie circulaire et solidaire. Et donc, on a organisé des speed meetings, on leur a présenté les solutions. Et si la société SAS Minimum a gagné, c'est en fait parce qu'elle a été embarquée par la société Bouygues qui a répondu au marché et qui, du coup, a pris cette société-là parce qu'elle savait que ce serait un critère favorable de son offre d'avoir des solutions d'économie circulaire. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour nous, c'est vraiment, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans les centres de formation, la nouvelle génération est totalement acculturée à cette logique écologique et a envie de prendre ça en compte. La vraie question, c'est de faire changer les donneurs d'ordre et donc, du coup, vraiment l'intégrer comme un critère d'évaluation des offres très important. Ça, c'est indispensable et de faire des mariages entre des plus petites structures et des plus grosses pour qu'effectivement, derrière, elles embarquent des solutions. Merci. J'aimerais entendre également Sila Radi sur cette question de l'implication des acteurs plus historiques. Et puis, on pourra consacrer les toutes dernières secondes à quelques mots sur la manière dont vous procédez dans la perspective de la coopération internationale ou décentralisée. Mais auparavant, Sila Radi Nyang, comment vous impliquez donc ces acteurs, vous les sensibilisez à ces enjeux, à l'intérêt de l'économie circulaire pour repenser l'espace public de vos pays? Oui, tout à fait. Déjà, je dois dire que par rapport à tous ces projets que nous avons, nous travaillons beaucoup avec l'École des architectes de Dakar. Nous travaillons aussi avec des cabinets d'experts en urbanisme et comme à Abidjan, nous travaillons avec l'université pour tout ce qui est recherche, notamment des recherches le sol, la qualité de l'eau, etc. Mais il y a un point très important aussi, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur le coaching territorial. Parce qu'en fait, on a un concept au niveau de cette direction-là qui s'appelle Dakar Ville Propre, Dakar sans plastique et sans pollution plastique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre des acteurs dans les 19 communes de la ville de Dakar. On essaie de les sensibiliser, on leur parle de ce que nous voulons faire, quelle est l'utilité justement de cette économie circulaire, de cette économie sociale, parce qu'en fait, on y va avec un package. Et là, dans le cadre de l'économie circulaire, par exemple, nous avons formé une cohorte de 26 personnes qui vont justement dans ces communes-là pour sensibiliser les différents acteurs. Donc, déjà, on voudrait, après la sensibilisation, initier un mouvement d'économie circulaire. Parce qu'en fait, nous, dans nos réalités africaines, nous sommes dans l'économie circulaire depuis la naissance quasi. Mais c'est aujourd'hui que le concept est né, donc la dénomination. Et il faudrait qu'on leur fasse comprendre ce que vous faisiez jusqu'à présent, c'est en réalité de l'économie circulaire. Vous avez l'habitude de ramasser les bouteilles, d'aller les revendre pour qu'une personne les utilise pour en faire quelque chose. Aujourd'hui, on aimerait le faire de façon plus large, de façon plus globale, en faire des meubles, etc. Et vraiment, nous avons des personnes que nous formons. Nous formons aussi des élus. Nous avons formé 40 élus qui aussi se chargent de faire passer ce message.
Merci. Dans les quelques secondes qui nous restent, j'aimerais vous interpeller sur comment le juste équilibre que l'on doit trouver entre cette économie circulaire qui est importée, transplantée, etc., et puis les réalités du contexte de chaque ville. Plus précisément, est-ce que on pourrait dire, mais Elisa, vous pouvez réagir à cette question également, mais je l'adresse pour commencer à Monsieur Gouganou et à Sila Radi. Est-ce qu'on peut dire que finalement la valeur ajoutée que vous apportez à cette notion d'économie circulaire tient à une plus grande prise en compte de la réalité d'une économie informelle qui concourt à la dynamique urbaine, à sa réinvention, à l'invention de solutions à même de répondre à nos défis? Je vois que Sila Radi opine du chef, on vous écoute. Oui, c'est parce qu'en fait, justement, je disais qu'en fait, les gens étaient dans cette activité sans le savoir. Le fait d'avoir un cadrage, parce qu'au Sénégal, dans la loi sur l'économie sociale et solidaire qui a été votée en 2021, l'économie circulaire a sa place. Parce que l'activité principale, nous nous sommes rendus compte que l'activité principale de nos acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est le recyclage. Donc, le fait d'avoir justement ce cadre, je ne sais pas comment on peut l'appeler normatif, ça permet justement aux acteurs de l'économie circulaire d'être mieux accompagnés. Parce que vous savez, quand vous êtes dans l'informel, c'est très difficile d'avoir un accompagnement en termes de formation, en termes de coaching. Aujourd'hui, nous avons une couveuse d'entreprises au niveau de la ville de Dakar qui peut justement encadrer ces gens-là parce que maintenant, il y a un cadre vraiment réglementaire qui est là. Vraiment. Donc, c'est très important. Monsieur Gouganou Copieux? Oui. En fait, l'économie circulaire, c'est une pratique très ancienne en Afrique. Donc, les Africains sont déjà dans l'économie circulaire. Quand on prend l'aménagement des espaces dans nos différents villages par le passé, il y avait des endroits vraiment bien spécifiés pour le déversement des déchets. Et là, les gens s'organisaient pour en faire un lieu de production de compostage, j'allais dire informel, pour faire pousser pour nous ici les bananiers ou des cannes à sucre. Donc, en fait, l'économie circulaire pour l'Afrique, c'est pas nouveau. Seulement la structuration de cette économie pour en faire véritablement un axe de développement, un axe de production de la richesse au niveau local n'était pas encore acté. Donc, pour nous, il est important aujourd'hui de voir un peu ce qui a été fait ailleurs. Nous, on s'inspire depuis pratiquement 2 ans de la France sur ces différentes réalisations, mais il reste qu'au niveau même africain, il y a des initiatives qui sont développées, ça et là, qu'on doit pouvoir partager, qu'on doit pouvoir valoriser au niveau des communes. Alors, loin de moi… Elisa disait tout à l'heure que les conditions pour réussir cette économie circulaire, il y a la volonté politique, et ça, c'est très important. Sans cette volonté, sans cette prise en compte de l'économie circulaire par les décideurs, il est très difficile pour les activités, j'allais dire, qui sont restées jusque-là informelles. Parce qu'à l'évaluation, quand on analyse, on se dit, mais pourquoi on a attendu, pourquoi on n'a pas évoqué ça plus tôt pour que ça soit pris en compte dans le développement des villes. Alors, loin de moi de laisser à croire que l'économie informelle serait une caractéristique des seules économies d'Afrique. C'est aussi une caractéristique de tout autre pays. Et du coup, je reformule ma question pour Elisa, c'est que est-ce que le rôle de la Maison des Canaux est aussi de visibiliser des pratiques, des initiatives qui existent depuis toujours ou presque, mais qui bénéficient pas d'une reconnaissance parce que ne rentrons pas dans le modèle économique classique. En 2 mots, Elisa. Oui, et ce sera les mots de conclusion. L'économie circulaire, elle existe de tout temps dans l'économie informelle, mais c'est un moyen, comme vous l'avez dit, Sila, d'intégrer l'économie informelle dans une économie formelle, en apportant de la fierté. Parce qu'aujourd'hui, l'économie circulaire touche tous les secteurs et tous les niveaux d'activité. Et les grandes entreprises industrielles françaises sont toutes en train de faire le virage de l'économie circulaire. Si je prends l'exemple de Renault, l'industrie automobile, Renault a aujourd'hui
sa nouvelle usine en France, c'est l'usine de Flins, qui est l'usine historique et qui a été 100% reformatée sur l'économie circulaire, le démontage de voitures. Et donc, cette économie pour récupérer les matériaux rares et les matériaux. Donc, ce que je dis aussi à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'ils inventent l'économie de demain. Et donc, du coup, il faut qu'ils soient forts et il faut qu'ils s'associent parce que il faut pas non plus qu'on leur retire ce savoir-faire qui est le leur depuis longtemps. Alors, donc, voilà. Je ne veux pas qu'on sacrifie le temps de la synthèse à laquelle va se livrer Lionel Prigent, et je l'en remercie, nous l'en remercions par avant. Mais si vous le voulez bien, merci pour ces mots, Elisa, merci pour ces mots, Monsieur Gouganou et Sila Radi, pardon. Mais les mots de la fin provisoires, je souhaiterais que vous les réserviez, vous les formuliez à l'endroit d'une de nos webineurs, je ne sais pas comment le dire, Alette de Crécy, alors qui pose une première question pour Madame Sila Radi et qui reprend la question que je vous avais d'ailleurs posée. À propos du micro-jardinage, vous veillez bien à ce que l'usage des pneus n'entraîne pas une pollution des productions réalisées dans ces jardins. Et pour vous, comment, Elisa, une question précise qui fait écho à une interrogation que j'avais. Est-ce que vous prévoyez des formations sur l'aménagement public pour les paysagistes? En quelques mots. Je vais répondre à la question sur les pneus. Je veux juste préciser que les pneus usagés que nous utilisons sont juste des supports. Il n'y a pas de contact avec le substrat car il y a une protection entre les pneus et ce substrat. Il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, ces pneus que nous récupérons sont jetés dans la rue, sont vraiment une source de problème. Alors, les récupérer aujourd'hui et les protéger et en faire une activité génératrice de revenus, pour nous, je pense que c'est très, très important. Mais je rassure, il y a vraiment une protection entre le substrat et les pneus. Elisa, sur les paysagistes. Les canaux proposent une formation gratuite, un MOOC qui est accessible à tous et qui est gratuit et qui est autour de l'aménagement, le design et le mobilier en économie circulaire et qui vous donne tous les éléments et puis surtout aussi plus de 40 entreprises, exemples par des vidéos d'entreprises, de solutions qui ont été déployées. Donc oui, formation gratuite en ligne sur le site des canaux. Merci. www.lescanaux.com. Merci Elisa Yachitz, pardon. Merci Gouganou Copieux, merci Sila Radi-Nyang. On pourrait échanger encore davantage, mais vous avez rempli l'objectif principal, c'est que de nous montrer que des personnes s'engagent dans cette économie circulaire par-delà les frontières et qu'ils échangent, elles coopèrent et c'est plutôt une bonne nouvelle. Sans plus tarder, c'est vers Lionel Prigent que je me tourne, que nous nous tournons pour l'entendre nous dire ce qu'il a retenu de ce webinaire sur l'économie circulaire et son application à l'espace public de nos villes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, beaucoup d'enthousiasme donc dans ce webinaire et difficile donc de rester de marbre en vous écoutant, même s'il s'agit de marbre en plastique. Et nous avons commencé donc par une forme d'activité, c'est cela donc dont il était question, l'économie comme l'ensemble des activités menées dans un contexte de choix face à la rareté des ressources et des espaces. Et nous avons également commencé par un peu de géométrie, donc linéaire, circulaire, un geste et un dessin qui traduisent surtout la relation des habitants, des citoyens avec leur environnement et avec leurs ressources. Eh bien, ces ressources, effectivement, c'est de cela dont il s'est agi
donc avec Dakar, bien entendu. Et donc le contexte que nous a rappelé Radinyang Sila, donc un peu plus d'1 million d'habitants, 1 200 000 habitants pour la ville elle-même, qui est une presqu'île, et donc une région autour qui concentre près de 80% des activités du pays. Beaucoup de contraintes donc, une forte pression sur le milieu, un milieu qui du coup se voit donc extrêmement en tension, et du coup des initiatives qui sont menées, qui sont envisagées pour essayer d'organiser donc une sorte de plus grande diversité des espaces. C'est toute cette agriculture urbaine, ces espaces verts qui sont envisagés en lieu et place des déchets, c'est-à-dire sur le lieu même des déchets, mais aussi en réutilisant, en utilisant, en transformant ces déchets, donc qui sont des pneus, qui sont des morceaux de bois, etc. Alors, tout ceci, bien entendu, pourrait ressembler à du bricolage, ce que ce n'est pas. Réflexion, expertise, activité, recherche scientifique, donc permettent de refabriquer, de réinventer à partir de ces espaces. Réapprendre à faire des déchets des ressources, c'est finalement reposer la question de cette définition du mot déchet que l'on a inventé dans cette économie linéaire et qui consiste à oublier ce que nous avons produit et ce que nous avons désiré un tout petit peu avant. Cela a permis également de refabriquer donc un rôle relativement important à donc l'économie informelle dont nous allons reparler un tout petit peu plus tard. Apparaissent ainsi opportunités nouvelles et donc nouvelles capacités à faire espace, y compris dès lors qu'il s'agit non pas simplement de prendre la place de lieux qui sont inutilisés, mais de lieux qui ont un autre usage et qu'il va falloir remplacer. C'est toujours à Dakar l'exemple de l'espace portuaire en passe donc d'être déménagé et qui va être transformé bientôt en espace public. Dans ce contexte aussi, mobiliser l'économie circulaire permet de réapproprier à la fois donc les lieux, mais aussi la part oubliée du territoire et de permettre à la population de se réapproprier ce territoire. C'est aussi ce qui est envisagé à partir de l'exemple d'Abidjan, mais qui nous montre une autre manière de travailler sur cette économie circulaire et sur la mise en territoire finalement de cette économie circulaire. Cette fois, ce n'est pas simplement donc des initiatives, mais c'est la mobilisation des entrepreneurs sous la responsabilité de l'État, qui, bien entendu, a un certain nombre de fonctions, un certain nombre de rôles, gestion de l'eau, des déchets, etc., mais ne peut y souscrire donc tout seul, ne peut donc permettre tout seul sa réalisation et peut donc, au contraire, mobiliser à la fois les acteurs de l'économie circulaire et les acteurs de l'économie informelle pour prendre toute leur part dans les processus. Alors, bien entendu, ça doit passer par des arbitrages, une mobilisation, donc plutôt de toutes les forces vives. On a parlé évidemment de l'administration il y a un instant. On a parlé aussi, au cours de l'exemple d'Abidjan, de mobiliser les acteurs qui appartiennent à la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi les universités, les chercheurs, comme à Dakar, les activités informelles, enfin, mais aussi les activités semi-informelles et même des activités plus institutionnelles. Il faut rappeler ici l'expression de Kenneth Arrow qui donc nous indique que la confiance est une institution invisible qui régit le développement économique. Et c'est bien cette confiance qui peut permettre de faire travailler l'ensemble de ces acteurs. Ensemble de ces acteurs, de tous les acteurs, y compris ceux de l'économie sociale et solidaire, y compris, donc, nous l'avons dit, les acteurs informels, et donc tous pour un même projet autour de cette économie circulaire qui doit permettre donc de structurer des axes de développement qui mobilisent et sensibilisent.
il nous manque une catégorie d'acteurs ici, finalement assez peu présente, mais pourtant toujours là en filigrane, ce sont les habitants qui sont destinataires finalement d'une grande partie des espaces publics et des espaces qui ont été évoqués au cours de ce webinaire. On retrouve enfin le principe, le processus d'une économie moins gaspilleuse, un savoir-faire qui est si important, si bien connu, mais qui doit aussi être l'occasion de retrouver de la fierté dans ces pratiques qui étaient hier considérées comme dépassées ou en tout cas largement inutiles. Aujourd'hui, il faut gérer tout un ensemble de choses, y compris des choses qui nous arrivent autour de nous. L'eau de pluie, par exemple, à Abidjan, si utile, mais aussi si dangereuse, et que des ressources locales déjà présentes peuvent permettre un tout petit peu de juguler, de canaliser, d'endiguer, en tout cas, d'un peu mieux maîtriser. Et de nouveau, il est extrêmement important à la fois de réunir les énergies humaines qui sont autour pour mieux être capable de contrôler, de maîtriser, de prévenir les effets néfastes des énergies naturelles qui sont autour de nous. Et c'est ici que l'on doit rappeler combien la mobilisation ne va pas de soi. C'est pour cela qu'il y a eu donc différentes expressions qui ont été posées. Des assises territoriales qui donc mobilisent et font partager les préoccupations. Une gouvernance importante pour se préoccuper de toutes et tous, mais aussi un Institut national de l'économie circulaire, la Maison des canaux, donc qui sont des dispositifs qui permettent de prendre en compte l'ensemble des défis et l'ensemble des difficultés. Les défis climatiques, les défis environnementaux, mais qui permettent aussi de faire exemple de solutions et de soutenir toutes les initiatives et tous les projets. Nous vivons aussi, et c'est peut-être ce que ce webinaire a permis de montrer, pas simplement à partir d'institutions de gouvernance, mais aussi de lieux de gouvernance, de ces lieux, de ces réalités physiques, ce que permet justement la Maison des canaux, où donc le lieu tout simplement est à lui-même un lieu exemplaire puisque 95% des déchets ont été récupérés du sol au plafond. Le pavillon des canaux, finalement, joue ici son rôle de pavillon témoin. Faire démonstration, c'est finalement peut-être le point qui est aujourd'hui le plus important. Par le mobilier, par les aménagements intérieurs et extérieurs, par l'ensemble des espaces publics qui peuvent être réutilisés ou en tout cas réaménager à partir des outils de l'économie circulaire, voilà un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes à envisager. Ce rôle des démonstrateurs, pour que les aménageurs donc s'en prennent conscience, est extrêmement souligné aussi par nos trois panélistes, qui nous montrent de quelle manière il est nécessaire aujourd'hui de mobiliser tous les corps de métier, y compris les aménageurs, de façon à envisager de quelle manière il est possible de généraliser l'usage de ces matériaux recyclés. Faire démonstration par le lieu, faire démonstration par les temps de fête, les temps de marché, les temps de solution, les temps d'événements aussi, les foires, les assises, mais aussi les Jeux olympiques. Alors, recycler, c'est bien entendu donc des affaires de petites échelles, mais plus seulement. Ça veut dire également sortir des expérimentations uniques pour monter à l'échelle, inspirer les expériences qui encouragent un usage plus courant, plus ordinaire, un marché des solutions, disions-nous tout à l'heure, pour réunir donc les différentes initiatives, mais aussi montrer à quel point il est possible de les mobiliser et de les généraliser. Donc, mobiliser enfin les nouveaux entrepreneurs, mais aussi les entreprises plus ordinaires de l'aménagement, les architectes, mais aussi les promoteurs immobiliers, les constructeurs, plus habitués à utiliser des ressources premières et qui peuvent là trouver moyen de partager d'autres manières de faire. 3 conditions pour monter à l'échelle: une volonté politique forte, y compris donc des cahiers des charges dans les marchés publics, la mobilisation des donneurs d'ordre, mais aussi la rencontre. Faire se rencontrer les opérateurs, tous les acteurs opérationnels, quelle que soit leur taille, pour embarquer les solutions. Cela signifie donc qu'il faut bien changer les mentalités, ce qui se passe aussi au quotidien. Une volonté politique de mener de l'entraînement, donc par exemple à Dakar, par exemple à Abidjan ou par exemple à
Paris. Et ce sont ces quelques éléments, évidemment, qui sont importants ici, qui nous montrent qu'il ne s'agit pas simplement de considérer l'espace public comme étant l'espace public des lieux, ceux des juristes ou ceux de la voirie. Ça n'est plus seulement cela, c'est aussi l'espace public tel qu'Habermas nous l'avait bien montré, de la cohésion sociale qui nous renvoie finalement à ce jeu qui est celui de la société, du besoin et du désir. Et je terminerai donc par cette citation de Gaston Bachelard, « L'homme est création du désir et pas une création du besoin ». Merci, merci. Merci Lionel donc de t'être prêté une nouvelle fois à cet exercice de synthèse et donc merci pour tes propos qui viennent restituer clairement les défis et les enjeux de l'économie circulaire pour animer les espaces que nous avons en commun. Je renouvelle également donc mes remerciements à Madame Sila Khadinyang, Monsieur Gouganou Kopieu et Madame Elisa Yavjits pour votre présence et votre capacité à interagir sur ce sujet en devenir. Enfin, merci à toutes et tous pour votre participation. Nous nous retrouverons donc le mardi 27 juin prochain, même heure, pour un dernier webinaire posant la question suivante, la rue, un espace à partager. Au plaisir donc de vous retrouver le mois prochain. Très bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Bientôt. Madame Silla, je vous attends à Abidjan. Pas de problème, je viendrai.